nous sommes locataires dans notre propre pays. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai invité toutes celles et ceux qui ont eu la grâce du Très-Haut d'être debout ce matin, de le glorifier et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Aie la foi en lui, mais crois en toi. Je reprends. Aie la foi en Tizama, mais crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne peut croire en toi. Pour la petite histoire, un jour, je rencontre un artiste camerounais. Chaque fois qu'il chante, il parle toujours d'abord de lui. Je lui pose dans la question un jour, attends, dans toutes tes chansons, il faut que tu parles toujours de toi, tu parles toujours de toi. Alors, tu peux m'expliquer cela? Il me dit, mon grand, si je ne parle pas de moi, personne d'autre ne parlera de moi en bien. Je dois d'abord parler de moi-même. Je décris ma propre vie et ce que je vois dans mon environnement immédiat par la suite. D'abord moi. Alors je te rappelle la même chose. Il faut croire en soi et avoir la foi. Et tu verras ce qui se passera dans ta vie. Donc croyez en vous et ayez la foi en Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Moi, je me suis levé ce matin, j'ai fait mon rituel de tous les jours. Remercier Ntizama de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, de m'avoir donné le souffle de vie, de m'avoir permis de capitaliser ce souffle de vie. L'air qui sort des poumons, là, se transforme en mots. C'est grâce à Dieu. Parce qu'on peut tout vendre. Et encore que, on ne peut pas tout vendre. Je n'ai jamais vu un cœur qu'on vend dans un supermarché. On ne peut pas vendre l'air, le souffle. C'est Dieu qui donne. Alors, comme tous les matins, j'ai remercié Ntizama à ma langue, parce que je suis un Gaïton. Zambe, chez mes compatriotes Bolo. Zamba, chez les Ewondo. Zambé, chez les Congolais. Nini, vous connaissez. Alors, je l'ai remercié ce matin. Mais j'ai aussi remercié les ancêtres méritants. Parce que tous les ancêtres ne sont pas méritants. Non, faites attention. Au Cameroun, là, 90% des gens qui sont au gouvernement ne seront pas des ancêtres méritants demain. Donc nous ne pouvons pas les invoquer. Donc j'ai remercié les ancêtres méritants d'ici, ceux qui sont ici, ceux qui ont fait ce pays, qui sont d'ailleurs des Noirs. Et d'ailleurs, ceux qui sont chez nous, je les ai remerciés. Donc, les ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, je les ai remerciés. Parce que sans la nature, mon cher ami, je ne sais pas comment je ferais pour vivre. La terre, le souffle, l'air, le feu, le ciel, les arbres, tout ça, je ne saurais pas comment faire pour vivre. Donc, je ne serais même pas là. Donc, je les ai remerciés. Et je me suis donc assis ici, avec mes gars qui m'ont rejoint, pour échanger avec vous ce matin sur un sujet très important. Alors je voudrais donc vous inviter, vous toutes et vous tous, vous qui avez eu la même grâce que moi ce matin d'être debout, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Et même ceux qui sont malades, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, garde espoir, tu retrouveras la vie. Il faut tout simplement croire en toi et avoir la foi en Dieu. Tout ira pour le mieux. Ok? Mes chers amis, je suis venu ce matin avec l'intention de vous parler d'un homme. J'ai apprécié son arrivée, c'est un président étranger. Vous savez, la politique étrangère des pays étrangers ne m'intéresse pas. Elle m'intéresse quand les Camerounais s'y trouvent. Quand les citoyens africains sont victimes de quelque chose.
Mais la façon qu'un président africain gère son pays m'inspire une seule fois, en une seule chose, comment il développe. Et je dis, voilà, je m'inspire de ce que fait Ibrahim Traoré. J'aimerais voir ça au Cameroun. J'aimerais voir ça être répandu dans toute l'Afrique. Je m'inspire de ce que fait le général Tiani. Je m'inspire de ce que fait le président Assimi Goïta. Je m'inspire de ce que font les autres dans leur pays. Pour dire, voilà, j'aimerais que la même chose soit faite dans mon pays, le Cameroun. Donc, je n'ai pas souvent pour coutume de critiquer des présidents étrangers. Je peux apporter une observation quand quelque chose arrive, mais il y a tellement beaucoup à faire dans mon pays que de passer beaucoup de temps à aller m'intéresser, à critiquer et apporter des observations dans ce qui se passe dans d'autres pays. Mon pays est l'exemple de tout ce qui est mauvais sur la terre. Donc je n'arrive même pas encore à tout dénoncer que je vais aller m'occuper des autres pays. Non. Alors je voudrais vous parler ce matin d'un président, un militaire, pays voisin, à la personne de Oligui Nguema, Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon. Vous vous souvenez que quand le président du Gabon a pris le pouvoir, nous étions tous contents. Moi, j'étais très content. Et je continue d'ailleurs de l'être. On a eu un petit break quand il a fait expulser un Camerounais qui dénonçait ce qui se passe de l'autre côté du Cameroun étant au Gabon. Il a donc été arrêté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été renvoyé au Cameroun. Ça a choqué tout le monde, surtout vu le traitement qui lui avait été réservé. Parce que dans des cas pareils, le pays se rassure que si je vous envoie, je renvoie ce citoyen, vraiment, donnez-moi, rassurez-moi qu'il ne sera ni assassiné, ni maltraité. Je ne sais pas si ces accords ont été signés, du moins verbalement, ou cette assurance-là avait été donnée au président Clotaire Oligui Nguema, je n'en sais trop rien. Mais ce que nous retenons, c'est que ce compatriote avait été très bien molesté, tabassé. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, ou s'il est mort, ou s'il est en vie, tant mieux. Mais tout ce que nous avons eu comme image nous avait laissé un très mauvais souvenir de cette époque-là. Ça m'avait personnellement fait mal. Je n'étais pas content du président Clotaire Oligui Nguema. Bref, cela ne m'empêche pas de saluer l'action de l'homme. Pourquoi je vais vous parler ce matin? Je vais vous parler ce matin à travers l'introduction que vous avez vue là. Nous sommes locataires dans notre propre pays et ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un État qui n'a pas de titre foncier pour ses ministères. Et nous dépensons chaque année 30 milliards pour payer. C'est beau. On ne sait pas où ils vont. Est-ce que c'est des prêtres, non, qui les reprennent? Donc on enrichit les mêmes. Ça dure 20 secondes. Elle est longue cette vidéo, mais j'ai pris les 20 secondes parce que les 20 secondes là me parlent. Et je suis convaincu que ces 20 secondes là te parlent toi aussi. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est étonné que chaque année dans son propre pays, le pays dépense 30 milliards. C'est-à-dire, les locaux, l'État n'a pas de locaux. L'État n'a pas de locaux, l'État loue. Les ministères louent. Et il ne sait pas à qui il paye cet argent. Au prête-nom, 30 milliards par an s'en vont dans leur propre pays, le Gabon. L'État n'a pas de titre foncier. Vous comprenez? La justesse, le regard, l'observation d'un fils du Gabon qui a eu le temps, tout en étant à l'intérieur, à l'époque, il pouvait voir ces choses-là et regarder comme ça, mais il ne pouvait pas avoir la décision. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un système qui a été implémenté par les Français. C'est un système qui n'est pas venu de nulle part. Dans certains pays comme en Côte d'Ivoire, les institutions ivoiriennes payaient tous les mois certaines taxes ou charges à la France. Je reprends. Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, il y a certains locaux d'État qui payaient encore jusqu'à un temps relativement récent un loyer à la France. Alors, je vous prends cet exemple-là parce que quand je parle de ça ici depuis longtemps, plusieurs années, parce que je mène ce combat depuis pratiquement plus de 3 décennies, beaucoup d'entre vous avaient l'impression que j'en avais après les gens. Non. J'ai après la vision, l'image que nous nous donnons pour notre pays. Entendre le président Brice Clotaire Oligui Nguema parler comme il parlait là, j'étais fier toute la nuit quand j'ai reçu ce message, cette publication. J'étais content parce que
je me posais toujours la question, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je sois le seul à suivre, à observer ce qui se passe, alors que ceux qui sont à l'intérieur regardent ça comme si ça ne les concernait pas. Ceux qui sont appelés à prendre des décisions observent ça comme si ça ne les concernait pas. Ce qui n'était pas le cas d'Amadou Ahidjo. Souvenez-vous d'Amadou Ahidjo. Mes chers compatriotes, vous ne savez pas qui était cet homme. Il n'était pas parfait. Comme Brice Clotaire Oligui Nguema ne l'est. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est. Le seul être humain parfait, visible et invisible. Humain parce qu'il m'a créé à son image, c'est Dieu tout seul. Le président Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, avait élevé les Camerounais à un niveau que jusqu'à preuve le contraire, aucun autre pays africain n'a jamais réussi à faire. Nous sommes des propriétaires jusqu'aux États-Unis. Le patrimoine immobilier de l'État du Cameroun, partout dans le monde entier, là où le drapeau camerounais flotte, nous ne sommes pas locataires. Nous sommes des propriétaires. Pourquoi? Parce que le président Amadou Ahidjo avait voulu que le Camerounais se sente Camerounais partout où il met ses pieds. Il se sente chez lui. Il a tout acheté. C'est-à-dire les chancelleries, les consulats, les maisons d'ambassadeurs, les maisons de consuls, les maisons de certains membres même, certains agents consulaires. Dans chaque pays, le Cameroun n'a pas moins de 15 à 20 logements. Sauf ceux qui ont été vendus. Parce que souvenez-vous que à Paris, l'ambassade du Cameroun, c'est pour nous. À Neuilly, la résidence de l'ambassadeur, c'est toujours pour nous. Ça, c'est l'œuvre d'Amadou Ahidjo. À l'intérieur de l'ambassade que vous voyez là, à Neuilly, dans le 16e, dans le 6e arrondissement, je pense que c'est 72 ou 73 rue d'Auteuil, quelque chose de ce genre-là, la porte d'Auteuil. L'immeuble que vous voyez là, cet immeuble à l'intérieur là-bas, c'est un quartier. Tout un quartier. Parce que là-bas en haut, il y a la résidence de l'ambassadeur. La première dame a d'ailleurs même accouché certains de ses enfants. Elle vivait là-bas. À l'époque, j'étais à l'école militaire. Nous partions, j'allais souvent là-bas monter la garde pendant les week-ends. Quand elle accouchait, elle dormait là-bas. Là-bas, à l'intérieur, à l'époque, tout brillait. Une très grande résidence. Et dans le même immeuble, il y a des studios. 2 chambres, 1 chambre, 3 chambres. Il y a beaucoup de studios là-bas. Il y a 2 sous-sols. C'est très vaste. Et il y a des bureaux. Et il y a des salles de fête. Amadou Ahidjo avait voulu que nous ayons un haut standing parmi les grandes nations. Il y a le logement de l'attaché militaire. Il y a plusieurs logements des adjoints de l'attaché militaire parce que nous avons des logements jusqu'à Clignancourt. J'avais même appris qu'il y a un colonel qui avait pris la retraite. Il a pris la maison et il l'a mis en location. C'est-à-dire, lui dort chez sa copine, mais il a mis la maison de l'État en location et il gagne de l'argent. Ce logement-là est à Clignancourt. Quand vous êtes à Clignancourt, là, quelque part là-bas, à la porte de Clignancourt, elle n'est pas loin de là. C'est un colonel qui habitait là-bas. Nous avons des maisons partout. En Italie, en Belgique. D'autres ont été vendues. D'autres chancelleries, d'autres maisons ont été vendues. D'autres ont été confisquées. Je me rappelle, il y a l'un de nos compatriotes, je ne sais pas si c'est toujours au tribunal, il s'appelait Emané. Il avait décidé de prendre l'une des maisons de l'État, prétextant qu'il avait été victime d'un accident pendant la guerre, de je ne sais pas de quelle année. Donc pour lui, cette maison-là devait lui revenir en tant que, c'était sa récompense, ou bien une compensation, quelque chose de ce genre. Donc le Cameroun a des maisons partout. Alors le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la méchanceté des Camerounais. Vous vous souvenez que l'ambassade du Cameroun à Washington,
qu'Amadou Ahidjo avait acheté. C'est l'un des ambassades stratégiques. Il est en plein carrefour. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas vous perdre. Un bel immeuble, en plein carrefour. Il y a donc quelques années, les maudits de la République ont voulu vendre cet immeuble-là. Ça m'a totalement transformé. J'ai écrit au département d'État, j'ai écrit à la police que je devais aller manifester là-bas. Donc régulièrement, j'allais manifester là-bas. Je dormais là-bas 3 semaines. Hein. Je dormais à l'ambassade du Cameroun pendant 3 semaines. Dormir là. C'est-à-dire, je prenais la chambre à l'hôtel juste pour aller me laver. À l'époque, quand vous êtes à l'ambassade du Cameroun, en face de cette ambassade-là, vous avez la chancellerie de la Côte d'Ivoire. Et à la droite, quand vous tenez le dos à la chancellerie du Cameroun, derrière, à la droite, un peu au fond, c'est la résidence de l'ambassadeur du Gabon. Et quand je faisais des manifestations là-bas, c'est eux qui venaient me donner à manger. Le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon venait là-bas tous les jours me donner à manger. Et mes compatriotes de Côte d'Ivoire, je dormais là 3 semaines pour dénoncer que ces gens veulent vendre les meubles. Et de temps en temps, j'appelais mon ami Ejacha, le pasteur. Vous avez vu la vidéo, on allait là-bas débroussailler, on nettoyait tout. Et je changeais les drapeaux et je rentrais chez moi. Pourquoi je faisais ça? Parce que c'est là qu'on reconnaît les grands hommes comme Amadou Ahidjo. C'est un patrimoine qui n'a pas de prix. Quand vous regardez ça, vous vous posez la question, comment avons-nous fait pour avoir un bijou pareil? Ça te ramène à Amadou Ahidjo. Donc, c'était Amadou Ahidjo qui avait acheté ça. Et certains individus s'étaient arrangés à vouloir vendre cette structure au point de déménager. Ils ont déménagé toute l'ambassade pour aller louer une chambre quelque part à Washington DC qui faisait office de consulat, d'ambassade et de tout. À force donc de manifester, le président de la République, qui avait déjà donné plusieurs fois de l'argent, les budgets ont été décidés plusieurs fois à l'époque de Martin Bellinguer-Boutou, pour réfectionner, parce qu'ils avaient dit au président qu'ils allaient réfectionner la maison, l'immeuble, alors que pour eux c'était un moyen d'abandonner et de vendre. J'ai dit ici là, Ava, on va sauf que mourir ensemble. Donc j'allais dans là-bas régulièrement manifester. Alors c'est l'une des actions à laquelle je suis fier, parce que le président Paul Biya avait réagi promptement. Ça a pris un peu de temps, mais il a réagi. Mais c'était aussi avec le concours des éléments du FBI et du département d'État. Parce que quand j'ai publié tous les documents qui sortaient de là-bas, des détournements, des magouilles, des faux, de blanchiment d'argent, j'avais donc été sollicité par les agents fédéraux du FBI qui étaient venus me chercher. Ils me disaient, voilà, ce que vous publiez là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez des preuves? J'ai dit, bien sûr, j'ai les preuves. Oui, j'ai les preuves. C'est ainsi que j'ai été convoqué là-bas chez eux. J'ai amené tous les documents et la procédure était lancée. Et ce qui était encore plus grave, c'est que l'erreur de Martin Bellinguer-Boutou et de son épouse King Monono de l'époque et de celui qui était à Washington, c'était d'aller me porter plainte, de publier des choses. J'ai donc pris cette plainte-là et tous ces dossiers-là, j'ai remis au FBI. Il dit, vous voyez, voilà des bandits. Non seulement on les arrête moi dans le sac, ils tentent de me faire taire. Si j'étais au Cameroun, je serais déjà mort. C'est donc ainsi que non seulement j'ai gagné tous les procès, les 9 procès qui m'avaient été intentés à l'époque, le département d'État, avec les rapports du FBI, parce qu'ici, pourquoi FBI? Parce qu'ici, on ne peut pas arrêter des agents consulaires qui ont des passeports diplomatiques. On passe par le département d'État, et c'est le département d'État qui saisit le Cameroun. Le département d'État a donc saisi le ministère des Affaires étrangères, et dès que les correspondants sont arrivés, le président a chassé d'abord le comptable, il a chassé l'ambassadeur, il les a tous virés. C'était une réussite, c'était une résistance. Je n'ai pas cassé, comme certains font,
Ils ont eu la bonne raison de casser les ambassades, de te voler les passeports. Mais moi, j'avais une autre stratégie. Je ne peux pas casser ce qui nous a été légué par l'un de nos ancêtres. Il faut préserver, il faut protéger. Vous entendez parfois, on vous dit que dans tel endroit, dans tel pays, il y a un immeuble de logement qui dure depuis 100 ans, 150 ans. Alors que moi, je vais contribuer à aller casser un patrimoine étatique. Non, je n'ai pas fait ça. J'étais fier du président Biya de m'avoir enlevé la honte, de m'avoir écouté, d'avoir chassé ces gens. Alors, je vous parle de ça parce que vous avez regardé cette publication-là, nos manifestations à Washington DC. Vous avez vu ça comme ça, mais vous n'avez pas compris la profondeur du danger. Donc, en écoutant le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous comprenez la profondeur du mal que certains font à leur propre pays. Ça se passe donc en plein Yaoundé au Cameroun. Quand vous apprenez que le ministre Yebayissi a décidé de retrouver ses sens, sanctionner les gens qui volent les biens de l'État avec des faux titres fonciers que lui-même il a signé avec la complicité de ses propres collaborateurs. Il a donc décidé de retrouver ses sens, de reprendre, de sanctionner, d'annuler certains faux titres fonciers. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous raconter une histoire qui collabore avec ce que dit le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous connaissez la sœur de Prince Nicom Barga au Cameroun. La sœur de Prince Nicom Barga, notre sœur que vous voyez là, Mami Nyanga, c'est une femme qui a beaucoup d'actifs, elle a beaucoup d'affaires. Elle n'a pas attendu être élue ou nommée par Paul Biya pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Cette femme-là a un immeuble. Cet immeuble a été loué pendant plusieurs années par l'ART, n'est-ce pas? L'ART lui reversait de l'argent pour louer son immeuble. C'est son argent, c'est son immeuble. Mais celui qui est arrivé, Zozame, qui a remplacé un autre qui est en prison, qu'on appelle Bemenge, toujours les gens du même village, vous savez, la République de Biya. Bemenge est en prison, celui qui l'a remplacé s'appelle Zozame, un autre inculte, décide de déménager cet immeuble-là. Pourquoi? Parce qu'il veut imposer à Mami Nyanga de lui reverser certaines rétrocommissions pour augmenter le loyer. Ce qui est au-dessus là, Mami Nyanga doit lui reverser des rétrocommissions. Mami Nyanga a dit que je ne fais pas ça. Elle a dit non. L'inculte en question a décidé de déménager et d'aller retrouver un immeuble ailleurs. Là, c'est un avocat. Là-bas, il paye plus cher. Il partage des rétrocommissions. Ils sont en ce moment au tribunal avec Mami Nyanga. Ils lui doivent beaucoup d'argent. En termes même de milliards. Ils doivent beaucoup d'argent. Donc, il quitte. Là, il pouvait payer moins cher. Il va prendre un immeuble où il paye plus cher parce qu'il lui veut gagner des rétrocommissions. N'est-ce pas? Maintenant, ils finissent par construire un immeuble. Un immeuble qui était prévu pour 16 étages. Moi, j'ai tous les documents de ce que je vous dis. Hein. Si quelqu'un de l'ART veut démentir, ils peuvent toujours, il n'y a pas de problème. Les tribunaux sont libres. Moi, je vais y aller. Même si vous allez n'importe où, je me présente. Si je ne peux pas venir au Cameroun, j'envoie des avocats. Alors, dans le budget que ces gens-là présentent à Paul Biya, ils présentent un budget de 16 étages pour un immeuble. L'ordre vient débloquer l'argent pour 16 étages. Ils le construisent pour 16 étages. Ils coupent cet argent-là, ils mettent en poche, ils mettent sur pied 8 étages. Dans les 8 étages, au premier niveau là, M. Zozame prend une partie, il fait son appartement des partous, là-bas à l'intérieur, dans l'immeuble de l'État. Je vous prends ces quelques exemples-là pour corroborer ce que dit le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Plusieurs immeubles au Cameroun appartiennent au privé, mais loués par l'État. Et ces privés-là sont les qui? Sont toujours les mêmes personnes qui travaillent dans l'État du Cameroun. C'est-à-dire l'État loue chez eux. Ils travaillent dans l'État et ils travaillent pour l'État,
Et l'État loue chez ces individus-là. L'argent rentre dans leur poche et ils ne payent même pas des impôts. Ils sont nombreux comme ça. Amadou Ahidjo a laissé des maisons, des logements. Si vous regardez toutes les maisons qui sont du côté de l'ancienne présidence, l'ancien palais, la plupart des maisons qui sont là ont été récupérées par des membres du gouvernement. Ils habitent à l'intérieur. Vous allez au lac, ils ont récupéré. Les gars comme les Grégoire Wona, en Balmayo, derrière le palais de justice, ils ont tout pris. Donc, le sujet que vous voyez là, je suis tellement heureux d'entendre le président Brice Clotaire Oligui Nguema parler comme ça, que quand moi je parle ici, j'ai l'impression que, certains ont l'impression que je déteste les membres du gouvernement. Est-ce que vous savez que les gens ont réussi à vendre le titre foncier de la présidence? Vous êtes au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Allez poser la question à Yeba ici. Certains sont allés le tromper là-bas avec des faux documents. Il a signé des papiers. Plusieurs ministères appartiennent au privé. Et ces privés-là sont au gouvernement. Vous n'avez jamais vu des gens sur cette terre qui sont méchants comme les Camerounais. D'une méchanceté à nulle autre pareille. Vous avez vu un autre qu'on appelait Edundi, qui est allé acheter une maison en Europe. Vous avez vu ce reportage-là. La maison a été abandonnée. Voler l'argent des Camerounais, il va acheter la maison en Europe. Il meurt, tout est abandonné. La France va prendre. Voilà la méchanceté des Camerounais. Quand vous apprenez qu'il y a un Camerounais qui est en prison, le monsieur que vous voyez là, je pense son nom c'est un certain Emmanuel Lebou. Ce monsieur-là, à lui tout seul, nous allons endetter les générations. C'est ce que Brice Oligui Nguema est en train de se battre pour ne pas endetter les prochaines générations. Il dit nous payons 30 milliards chaque an. Par an pour qui? Ça va où? C'est des prêtres, non? C'est quoi? Emmanuel Lebou, à lui tout seul, il avait plus de 2000 matricules. C'est-à-dire, nous passons le temps à aller endetter le Cameroun, hypothéquer l'avenir de plusieurs générations, mais une seule personne, plus de 2000 matricules, chaque mois, récupérer à lui tout seul des milliards et des milliards. Avec la complicité de lui, Paul Motazier. Il dit qu'il est parenté à Paul Biya, il aime Paul Biya, il est au Cameroun. Si ce n'était pas le cas, qu'a fait lui Paul Motazier pour que ça dure aussi longtemps et que ce monsieur-là passe le temps à prendre cet argent-là? Est-ce qu'il était seul? Non. Emmanuel Lebou n'est pas seul. Emmanuel Lebou travaille avec beaucoup de personnes, y compris des officiers Béti Nanga. La preuve en est que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, toutes celles de ceux qui ont servi des services de renseignement, de sécurité, il n'y a aucun Bamileke, il n'y a aucun Bassa, il n'y a aucun nordiste, il n'y a aucun anglophone. Sous l'ère Lebou, le patron de la police, c'était Bargangele, il est toujours Bargangele, encore ambassadeur du Cameroun en Espagne. Lui tout seul, les Camerounais sont plus de 30 millions, mais une seule personne a plusieurs postes, y compris ses enfants travaillent là-bas. Il était patron de la police. Avant Galaxy Toga, celui qui était là s'appelait Jean-Baptiste Bokam. Vous apprenez que sa tombe est régulièrement profanée. Il était là. Avant Betty Assomo, qui était là? Ce n'est pas le même Goro, remplacé par qui? Par un autre Betty, qui s'appelle lui-même Betty Joseph Assomo. À la présidence, ce sont toujours les Betty Nanga qui sont là-bas. Nous dirons demain que Paul Biya ne nous a pas donné quoi, il n'a pas fait quoi. Il nous a tout donné. Nous préférons voler pour aller nourrir les étrangers et plonger le Cameroun et les prochaines générations dans les problèmes, les laisser dans les difficultés. Quand le président Brice Clotaire Oligui Nguema parle de ça, je suis plus content qu'un Gabonais. Je suis fier parce que voilà un qui comprend les enjeux. Le jeu et les enjeux qui animent notre quotidien tous les jours. Le titre foncier. Tout Camerounais est un milliardaire. Parce qu'avec son titre foncier, tu es propriétaire d'un petit terrain, tu as ton titre foncier, tu vas à la banque, te donne l'argent, tu montes ton business. Mais non. Les gens ont décidé de dépouiller l'État, dépouiller les Camerounais au profit des Chinois et des Libanais. Yes, sir. Donc, quand vous écoutez, je vous parle là tout simplement de quelques exemples. Quelques exemples simplement parce que c'est un problème très sérieux. J'avais envoyé une équipe en Italie. Si vous voulez être curieux, allez en Italie, demandez les logements du Cameroun en Italie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces logements?
la résidence de l'ambassadeur. Allez vous renseigner, vous trouverez qu'il y a un problème là-bas. Que fait Mbela Mbela? Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que lui-même, il est impliqué dans l'un des plus grands scandales concernant ses achats de logements en France. Un scandale qui avait très bien été dénoncé par mon jeune petit frère que je salue, Abdelaziz Moundé, qui avait dénoncé ce scandale-là. Des logements qui sont achetés parce que les gens détournent de l'argent. Ils font tout contre leur peuple, contre leur propre pays, en exposant Paul Biya. Cette affaire a été classée sans suite. Et je me rappelle que quand Mvondo Ayolo était ambassadeur en France, Mbela Mbela, ministre des Affaires étrangères, finançait régulièrement les influenceurs pour insulter Mvondo Ayolo. Parce que Mvondo Ayolo avait commencé à mettre l'œil sur l'une des maisons, l'une des résidences achetées par Mbela Mbela. Je vous rappelle que nous avons déjà une résidence à l'ambassade. Nous avons une résidence à Neuilly qui a été arrachée à Chantal Biya et ses enfants. Il est à Neuilly là. C'est Amadou Ahidjo qui a acheté ça. Ce n'est pas la résidence du président. Le président ne doit pas avoir une résidence en France. C'est la résidence de l'ambassadeur qui devait loger là-bas. Et je vous rappelle qu'il y a un ambassadeur camerounais qui était mort vivant à l'hôtel. Alors que nous avons 2 logements. Donc, un logement à l'ambassade et un autre logement à Neuilly. Mais Nkwatanga. Il s'appelait... je ne sais plus comment on appelait cet ambassadeur-là. Non, c'est pas Nkwatanga. Nkwatanga, lui, c'est l'ambassadeur, c'est le général qui est mort. Il y a l'autre, j'ai tellement de dossiers dans ma tête. Il s'appelait Bilo Atang. Merci Seigneur, m'avoir éclairé. Il s'appelait Bilo Atang. Bilo Atang était ambassadeur. En France, il était malade. Mais il vivait à l'hôtel. Et parfois, quand Bilo Atang tombait dans son bureau, il appelait au téléphone, on m'appelait chez moi pour que j'aille le porter avec Ivan Djike. Si vous connaissez Ivan Djike, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce garçon. Ivan Djike, c'est un compatriote costaud comme ça. Il travaillait à l'ambassade. Il était là à l'ambassade. Il était à l'accueil à l'ambassade. C'est le concierge de l'ambassade. Juste là à l'entrée. C'est Ivan Djike et moi. Régulièrement, nous partions là, porter l'ambassadeur Bilo Atang. Le portait pour l'amener à l'hôpital ou pour l'amener à la maison. Il vivait à l'hôtel. Alors que nous avons... C'est-à-dire, là où il travaillait, là où l'ambassadeur travaillait, au-dessus de lui, c'est le logement. C'est son logement, mais il n'avait pas le droit d'y habiter. Vous comprenez le degré de méchanceté des humains et des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. L'ambassadeur a 2 maisons. C'est-à-dire, Amadou Ahidjo s'était dit, si l'ambassadeur finit de travailler tard à la nuit, on ne sait jamais, il peut dormir là. Il a acheté aussi une autre maison là-bas, à Neuilly. À côté là aussi, il y avait Omba Damas, le père Omba Damas que j'avais déjà rencontré plusieurs fois. À côté de Paul Biya, il y a eu une résidence d'Omba Damas, je ne sais pas s'il est toujours là. Donc Bilo Atang vivait, il travaillait, son logement était là, mais il n'avait pas le droit de dormir là. Son logement à Neuilly, mais il n'avait pas le droit d'aller dormir là-bas. Il vivait à l'hôtel. Et comme il était, à la fin, il avait une santé fragile, parfois quand il tombait dans son bureau, il prenait son téléphone parce que moi je suis là au boulevard Suchet. Il m'appelait, il m'a dit mon fils, c'est normal, ok Amanda, quand on arrive là, je trouve un Djike, Yves Djike, qui était là à l'entrée. J'ai dit que non, papa vient de m'appeler là. Il m'a dit ok, allons-y. Yves Djike et moi, nous portons l'ambassadeur pour la mine. Vous ne savez même pas ce que j'ai déjà fait pour ce pays-là. Quand vous me voyez assis ici, je ne parle pas avec colère, mais j'exprime beaucoup de déception parce que on veut nous réduire, on veut réduire le peuple camerounais là où il n'a jamais été. Le peuple camerounais a toujours été élevé de par ses ancêtres, de par ses anciens dirigeants. Je ne sais pas comment les gens font pour le ramener plus bas que terre. Donc parfois quand je m'assois, je regarde certains parler, je les observe comme ça, je dis bon, ils ne savent pas, c'est normal. L'ignorance est une maladie qui se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne savez pas. Donc faites la différence entre l'ignorance et la bêtise, parce que la bêtise ne se soigne jamais. La bêtise ne se soigne pas, mais l'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne connaissez pas. Donc, l'ambassade du Cameroun, seule, a au moins 3 résidences des ambassadeurs. Je vous parlais donc du problème de Mbela Mbela, qui avait détourné l'argent et les retours commission pour acheter une autre 3e résidence. Et quand Mvondo Ayolo arrive, lui dit que non, il ne dort pas là-bas, c'est trop loin. L'argent avait déjà été donné, la maison avait déjà été achetée. Tu te poses la question, pourquoi achète-t-on, dépense-t-on autant d'argent? Chantal Biya ne vit pas en France, mais elle confisque la maison de l'État. Je suis convaincu que si nous ne faisons pas attention, demain quand Chantal Biya ne sera plus aux affaires, vous allez apprendre que tous les papiers de la maison là ont été changés au nom des fils de Chantal Biya au bien d'elle-même. Je vous assure, Dieu m'est témoin, vous n'allez pas prendre cette maison là. Nous allons tout faire pour la récupérer. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas faire autant de mal à un peuple
riches comme le Cameroun. Ils prennent tout. Ils prennent des locaux appartenant à l'État. Ils prennent des locaux appartenant au privé. Ils prennent les terres appartenant à l'État. Ils prennent les terres appartenant au privé. Ils vident les comptes appartenant à l'État. Ils vident les comptes des privés. On se pose la question, que faites-vous avec tout ça? Tout simplement leur train de vie. Leur train de vie. Voilà Martin Bellinguer Boutou qui est mort. En fait, il est mort. Qui vend les tissus wax en Inde. Il a laissé plein d'argent dans un compte ici. J'avais déjà été là-bas avec lui. En face, les Nations Unies. Vous avez une banque là. La seule banque d'ailleurs qui est là en face des Nations Unies. Cette banque-là a un logo bleu. Martin Bellinguer Boutou a son compte là. Il avait donné la procuration à une dame. Elle s'appelait Madame Bala. Elle travaillait à l'ambassade. Avec toutes les références, je les ai ici. Ils volent et ils partent. Ils laissent l'argent dans les comptes. Et ça bénéficie aux institutions bancaires. C'est ce que c'était appelé les comptes morts. Parce que les gars vont appauvrir le peuple pour aller enrichir les étrangers. Donc, je voudrais ici saluer l'action du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et lui dire de continuer, d'aller de l'avant. Ça ne va pas être facile. Parce que son frère, son prédécesseur est tombé par une phrase. Il n'a pas vu ça venir. Alors j'avais discuté avec lui ici dans un hôtel. Nous étions là. Il avait loué. Il était venu en septembre. Il dormait à l'hôtel le Four Seasons. C'est là-bas que j'étais allé le rencontrer. Je lui ai dit, Excellence, vous avez fait une publication en allant inaugurer l'usine de transformation d'huile de palme, je pense. Et vous avez répondu à la question d'un journaliste parce qu'ils aiment trop les polémiques. Comme vous savez, les journalistes français sont les services de renseignement avancés. You know? C'est-à-dire que c'est un service de renseignement post-avancé. Le poste de garde avancé. C'est-à-dire que c'est eux qu'on envoie pour venir te sonder. Pour tirer du nez, pour te tirer les verres du nez. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus la question qui avait été posée à Alain Ali Bongo. Il a dit que le Gabon va diversifier ses partenaires. Non, la France n'aime pas ça. La France n'aime pas cette phrase-là. Non, diversifier ses partenaires. Quand c'est Sarkozy qui t'a amené au pouvoir, ton père est mort au Gabon. Ton père est mort en Espagne. Même le roi d'Espagne n'a pas daigné se présenter. Même le premier ministre, même pas communiqué. Le jour du deuil, Sarkozy était présent. Chirac était présent. Ils ont fait de toi président. N'est-ce pas? Bien. Et toi, tu arrives aujourd'hui, tu dis non, tu vas diversifier les partenaires. Et que même s'il faut nettoyer le sol, ça doit être français. Toi, tu dis que non, tu penses à qui d'autre? À d'autres de la France. Non, ok. Ça n'a pas tardé, mon frère Brice Oligui Nguema. Écoute bien cette histoire, tu la connais très bien parce que tu étais là. Ça n'a pas tardé. Les mêmes agents de service de renseignement sont venus voir Ali Bongo sous couvert d'un reportage. Je veux dire les mêmes journalistes, sous couvert d'un reportage. Ils ont fait le reportage avec Ali Bongo. Ali Bongo était lui-même conduisait la voiture. Ils sont allés jusqu'en Angleterre. Ali Bongo est allé montrer là où il a enregistré ses sons. Il payait à beaucoup de millions de francs. Ils sont rentrés avec les bandes. Et quand ils sont allés en France avec les bandes, ils avaient la mission de faire le montage. Ils sont allés au quartier. À la fin de ce documentaire, je vais le retrouver. Je peux vous l'envoyer en lien dans WhatsApp. Parce que si je vous montre les images ici, comme je n'ai pas les droits, ils vont bloquer la vidéo. Elle ne sera pas publiée. J'ai déjà fait ça 2 fois. Ils nous ont bloqué une vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, ils sont allés chercher des gens au quartier, je ne sais pas où, qui disent être les camarades de classe d'Ali Bongo. Et que Ali Bongo avait échoué au bac. Et que son père, président de l'époque, Omar Bongo, avait donc vu le président français de cette époque-là pour qu'on puisse donner le bac à Ali Bongo. Voilà comment Ali Bongo obtient le bac. Mais en réalité, Ali Bongo a échoué le bac. C'est ce que ces coufions-là disent à la fin de la vidéo. Tout ça commence après que Ali Bongo ait dit « Je vais diversifier les partenaires ici au Gabon ». Vous croyez que c'était à la fin? Non, c'était pas la fin. Manuel Valls passe dans une mission, dans une émission. Manuel Valls passe dans une émission dirigée par Roland Ruquier. Je ne sais pas si on ne peut pas plaire à tout le monde ou tout le monde en parle. Mais c'était Laurent Ruquier qui était là. Manuel Valls dans cette émission dit que Ali Bongo n'a jamais gagné l'élection au Gabon. Il dit ça, il est encore Premier ministre. Manuel Valls est Premier ministre en France. Il vient sur un plateau télé, en live,
Il dit qu'un président africain n'a jamais gagné une élection. Alors que ce sont eux-là qui ont imposé ce monsieur-là là-bas. Même contre l'avis du patron du service de renseignement de l'époque français qui était là-bas, il vient dire sur un plateau télé que Ali Bongo n'a jamais gagné une élection. C'était Manuel Valls. Vous croyez que c'était tout? Ils ont commencé à persécuter ce gars. Vous voyez que sa déformation là, vous pouvez aussi savoir que pour t'injecter à travers des médicaments, on peut te paralyser. Je ne sais pas d'où ça venait. Un gars qui chantait, faisait le rap, le mouvement, vous l'avez souvent vu en pleine campagne, en plein mouvement, et ainsi de suite. Ali Bongo était en forme. Il était très très en forme. Alors, l'histoire courte, la suite vous la connaissez. Ils l'ont débarqué après l'avoir bien purgé. Les biens de son père, ses propres biens. Il est même passé à la télévision, dire aux Gabonais, moi j'ai décidé de prendre ma part et de remettre ça au peuple gabonais, dans tout ce que mon père a laissé. J'ai dit que ma part doit revenir au peuple gabonais. Vous avez vu cette émission-là? 2 temps de mouvement, il a donc été remercié parce qu'il n'a pas été un homme averti dans sa tête. Parce que nous avons pris le temps d'avertir. Il a commencé à vouloir faire des choses comme le fait. J'apprécie ce que fait Brice Oligui Nguema. Je pense qu'il sera différent parce qu'il est militaire. Au Kalga. Parce que tu as posé des actes ces jours-ci là. Des actes forts que ces gens-là n'aiment pas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ça. Je vous parlerai de ça dans la 2e publication. Brice Clotaire Oligui Nguema a encore posé un acte que personne d'entre vous n'avait jamais imaginé. Vous n'avez jamais imaginé que les services de renseignement, les écoutes téléphoniques étaient gérés par un Français depuis plusieurs décennies au Gabon. Brice Oligui Nguema a arrêté ça. Changement majeur dans les coulisses du renseignement et de la surveillance des messages numériques et des écoutes téléphoniques au Gabon. Après 13 ans à la tête du système stratégique d'écoute, le Français Jean-Charles Solon est écarté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. On vous explique. C'est une décision qui ne passe pas inaperçue dans les cercles sécuritaires. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a mis fin aux fonctions du Français Jean-Charles Solon, qui dirigeait depuis 13 ans le système stratégique d'écoute et d'interception des communications, SILAM, un dispositif ultra sensible directement rattaché à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Au cœur de l'appareil sécuritaire de l'État, le SILAM est chargé de l'interception et de l'analyse des communications téléphoniques et électroniques jugées sensibles. Créé dans les années 1980 sous l'impulsion de l'ancien président Omar Bongo, avec l'appui de la Direction générale de la sécurité extérieure et de la coopération française, cette structure a longtemps symbolisé l'étroite imbrication des dispositifs de renseignement entre Paris et Libreville. Mais cette époque semble toucher à sa fin. Après plus d'une décennie de direction française, la présidence gabonaise s'apprête à confier pour la première fois les rênes de ce centre stratégique à un officier national. Le général Bernard Nyamankala, récemment relevé de ses fonctions à la tête de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, est pressenti pour prendre la tête du SILAM. Figure respectée du renseignement gabonais, il fait partie des responsables sécuritaires ayant conservé la confiance du chef de l'État depuis la transition politique. Derrière ce changement se dessine une orientation claire. Reprendre la main sur un outil stratégique longtemps marqué par l'empreinte française. Sans rompre avec Paris, Libreville semble désormais déterminé à affirmer davantage sa souveraineté dans le domaine du renseignement, un terrain où se jouent souvent les véritables rapports de pouvoir. Et arrêtez ça. C'est un acte d'un courage à nul autre pareil. Je vous en parlerai dans la prochaine publication. Alors, je vous parle de tout ça pourquoi? Pour vous dire que ce qui a toujours manqué aux Camerounais, ce qui a toujours manqué aux Gabonais, ce qui a toujours manqué aux Africains, c'est le courage de prendre leur destin en main. Et toute personne qui parle comme je parle là, il est d'abord considéré comme étant un gars vendu, un homme à battre. Moi, je me suis consumé comme une bougie pour vous éclairer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur. Non. J'ai décidé de mourir avec un ventre vide. C'est-à-dire, quand tu tapes mon ventre comme ça, il n'y a rien qui va rester là à l'intérieur en dehors des organes. Il n'y a rien qui doit m'étouffer. Tout ce qui m'étouffe et qui peut être utile, je dois sortir ça pour dire à mes frères que si je n'ai pas réussi à le faire, faites-le. Ne dites pas que vous n'avez pas eu des gens pour vous le dire. Voilà ce qu'il faut faire. Je suis donc très content de Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette action. Tu ne peux pas être chez toi et être locataire. Tu ne peux pas être dans ton propre pays. Même les institutions que tu gères sont des locataires. Et que les enfants de ce pays-là
décide d'endetter, de ruiner le pays au profit des étrangers. Regardez l'argent qui a été saisi dans des maisons des individus au Gabon. Pendant ce temps, les enfants ont besoin d'argent pour vivre. Les parents ont des moyens limités. Aujourd'hui, la femme d'Ali Bongo passe dans des médias pour dire qu'elle a été maltraitée au Gabon. Bonjour et bienvenue en Tête à Tête sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Sylvia Bongo, l'ex-première dame du Gabon. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Votre mari, Ali Bongo, a été renversé en août 2023 par le général Brice Oligui Nguema. Vous avez passé 20 mois en détention avant de quitter le Gabon en mai dernier avec votre fils Nourdine et votre mari suite à un accord avec le régime en place. En échange de votre liberté, vous vous engagez à garder le silence sur ce qui s'était passé pendant votre détention, à ne pas engager de poursuite contre le Gabon. Mais au mois de juillet dernier, vous avez accusé les nouvelles autorités de détention arbitraire et de torture. Vous avez ensuite décidé de ne pas vous rendre à Libreville, où ces dernières semaines s'est tenu un procès. Vous avez été condamné à 20 ans de prison le 12 novembre, notamment pour détournement de fonds publics. C'est la première fois que vous vous exprimez. Je veux d'abord revenir au 30 août 2023. C'est le jour de l'élection présidentielle, mais au lieu de la réélection d'Ali Bongo, c'est donc le général Oligui, le chef de la garde républicaine, qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Vers 3 heures du matin, les résultats ont été proclamés et 5 minutes après avoir déclaré la victoire de mon mari, est rentré mon aide de camp avec un pistolet, des hommes armés, des hommes cagoulés pour venir me chercher. Mon fils Jalil m'a accompagné et nous sommes rentrés dans une voiture, on nous a cagoulés, on nous a fait se taire et nous sommes allés au palais présidentiel, au 5e étage. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un coup d'État et que mon fils était en danger, que mon mari était en danger. Je n'ai pas pensé à mon propre danger, j'avais peur pour mon fils. Et on nous a amenés on nous a repris, on nous a remis des cagoules, on nous a fait encore entourés de militaires cagoulés, avec des armes. Et on m'a amené du côté ce qu'on appelle les villas CEMAG, ce sont les villas d'hôtes. Et il y avait mon cabinet. C'est là où ça a commencé, où j'ai compris que nous étions en un coup d'État et qu'on allait sûrement préparer une rhétorique ou un scénario contre mon fils et moi. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, pour celle de vos enfants et de votre mari ? Vous savez que quand tu es une maman, c'est surtout ses enfants. J'avais peur pour mon mari parce que je n'avais pas de ses nouvelles. J'étais terrorisée parce que j'avais mon fils à côté de moi, Jalil, qui était tout jeune, 22 ans, et Nourdine qui avait disparu, qui est quand même le papa de 3 enfants. Oui, j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans les jours suivants ? Vous avez été mis en prison, donc vous étiez enfermé dans une villa, dans une prison. On a aussi parlé d'un enfermement dans le sous-sol du palais présidentiel, ce que les autorités nient jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants ? Alors, pendant 2 mois, j'étais enfermée dans cette maison. On est venu m'interroger dès les premiers jours sur donner mes RIB. Vous relevez d'identité bancaire. Relevé d'identité bancaire. Alors, je disais, mais d'abord, je ne les ai pas. Et si vous voulez quelque chose, vous avez mon cabinet en face, vous avez ma comptable, prenez tout ce que vous voulez. Mais donnez-moi des nouvelles de mon fils. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais si vous ne nous donnez pas vos RIB, votre fils ne vivra pas 1 semaine. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je ne peux pas vous les donner, là, je ne les ai pas. Et je dis, mais prenez tout ce que vous voulez. Je ne peux pas vous signer quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai pas. Ils ont dit, dans ces cas-là, vous allez en prison. Je suis restée en prison, on va dire, donc c'était octobre jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, un jour, on vient me chercher. On me cagoule. Toujours avec ces mêmes gens cagoulés, avec les mitraillettes dans le ventre. Et je fais de la claustrophobie, donc je n'arrivais pas à respirer. Donc j'ai dit, laissez-moi au moins d'ouvrir la cagoule, et j'ai pu avoir l'œil et voir où on allait. Et on se retrouve à rentrer dans les sous-sols de la présidence.
Et là, je me retrouve dans une pièce où c'était écrit « La mort est un réflexe ». Ils m'ont attaché les pieds, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont jeté de l'eau froide. Et il m'a dit « Maintenant, il faut que vous voyez ce que vous allez voir ». Ils m'ont assis comme ça devant une chaise. Et ils m'ont amené mon fils, excusez-moi. Ils m'ont amené mon fils qui était dans un état épouvantable. Nourdine. Noureddin. Il était tuméfié de partout. Il avait même un œil là, les yeux qui sortaient des orbites. C'était l'horreur. Il le tapait. Moi, il m'avait attaché les mains. Je ne pouvais rien faire. Il m'avait mis un scotch pour pas que je crie. Mais je n'arrivais toujours pas à respirer, donc ils l'ont enlevé. J'ai vu, c'était mon bébé qui était là. Ils ont pris une barre de fer, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils l'ont monté, comme ça, remonté sur plusieurs. Ils l'ont tapé, ils l'ont étranglé avec un bateau. Devant vous? Oui, devant moi. Et là, moi, ils m'ont commencé à m'étrangler. J'ai vacillé, parce que quand on vous étrangle, vous vacillez. Je parle. Et j'ai eu la force, je ne sais pas comment, il fallait que je vive, il ne fallait pas que je laisse mon fils tout seul. Je lui ai donné un coup et je lui ai dit, on ne trappe pas les femmes. On n'avait pas à taper une femme. Et là, ils m'ont dit, bah, si tu ne veux pas qu'on te tape, si tu ne veux pas qu'on tape ton fils, signe. Et là, j'ai signé tout ce qu'il voulait. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Vous ne savez pas ce que vous avez signé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a fait signer plusieurs fois, mais là, je ne sais pas ce que j'ai signé. On a torturé mon fils et d'autres personnes. On a agrafé les oreilles, on les a tasés. Il y en a un, il avait les mains comme ça, ils lui ont donné un coup de marteau sur les doigts. Et vous, personnellement? Moi, ils m'ont pas torturé seulement le premier jour où ils m'ont tapé. C'était des tortures physiques, de voir tout ce monde. Vous savez, quand pendant 3 mois, vous voyez du monde se faire torturer de façon terrible. Un jour, ils ont pris mon fils. Il est revenu tout bleu. Tout bleu. Donc, en mai 2025, finalement, les choses changent. Très vite. Est-ce que vous savez pourquoi, comment, tout d'un coup, il y a un accord qui fait que vous êtes libéré, puis que vous partiez en Angola, puis pour Londres. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Beaucoup me disaient, il faut attendre les élections. On vous libérera après les élections. Donc c'était politique. Quand nous sommes sortis en résidence surveillée, le président Lourenço est venu nous voir. Président angolais. Angolais. Que je remercierai toute ma vie. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Il est venu, il a parlé 10 minutes avec nous, il a tout compris. Très très vite. Il a dit, je reviens, mais je ne repartirai pas sans vous. Donc il part, il revient, il dit, dans 3 jours, vous prenez l'avion. Et 3 jours après, nous prenions l'avion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément peut-être de racisme? Ah oui. Dès le départ, je ne vais pas oser le dire, mais on m'a traité de sale blanche. Dès le départ, le monsieur de la DGSS qui venait nous torturer me traitait de sale blanche, traitait mon fils de le fils de la sale blanche. Oui, bien sûr. Alors, à l'origine des accusations contre vous et Nourdine, il y a eu ce procès où vous avez refusé d'aller parce que vous considérez que c'était pas un vrai procès et votre avocat dit la même chose. Il y a évidemment l'AVC de votre mari en 2018, qui l'a affaibli. Et dans le réquisitoire, le procureur de la cour d'appel parle d'un duo mère-fils qui a travesti le pouvoir présidentiel. Le général Oligui, dans une interview qu'il nous a accordée, aussi dit qu'il y avait un parapheur, que c'est vous qui signez tout, et qu'en fait, c'était vous, la sorte de Raspoutine du... La méchante. Voilà. Non, et non seulement la méchante, mais la vraie dirigeante du Gabon suite à l'AVC de votre mari. Alors, je vais vous dire, M. Perelman, en 14 ans, j'ai dû aller 3 fois au bureau de mon mari. 3 fois. Je vous dis franchement, je ne comprends rien à la politique, et surtout pas à la politique gabonaise. Donc, je ne m'en suis jamais mêlée. Qu'il m'amène,
un décret, qu'il m'amène un document signé de ma main ou un document où j'ai imité la signature de mon mari. Lors du procès, on a parlé de vos besoins personnels, on a parlé de l'équivalent de 24 millions de dollars, de jet privé, d'un hôtel particulier à Londres, d'un palais à Marrakech. Est-ce que vous niez totalement ces accusations de détournement de fonds dont a été accusée largement la famille Bongo par de nombreux opposants, mais aussi de nombreux Gabonais? Alors, moi, je vais dire une chose simple. D'abord, pour détourner, je pense qu'ils ont dit 6 milliards ou 4 000 milliards, puis là aussi, qui donne la preuve. Sortir 4 000 milliards ou 6 000 milliards, il faut le faire. Qu'on me l'amène, j'attends que ça. C'est pour ça que nous sommes dans les juridictions internationales, pour que la vérité soit faite. Les Gabonais, lorsqu'il y a eu le renversement de votre mari suite à sa victoire, beaucoup ont été soulagés de ne plus voir la dynastie Bongo, comme ils l'appelaient. Ils ont eu l'impression qu'en effet, le pays était sous une dynastie qui voulait se perpétuer, qui ne permettait pas au Gabon de se développer malgré toutes ses richesses. Qu'est-ce que vous leur dites aux Gabonais aujourd'hui qui semblent ne pas vous regretter? Ben, c'est leur droit, d'abord. C'est leur droit. Ensuite, je comprends. Il y a des problèmes systémiques au Gabon, il y a des problèmes systémiques en Afrique. Je les comprends. Vous en voulez au général Oligui? Vous savez, je suis très croyante et je laisse à Dieu. Mais ce qu'il a fait à mon fils, je ne le verrai jamais. Vous demandez à ce qu'il y ait une justice pour Oui. ça? Oui. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous vous imaginez retourner un jour au Gabon? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai eu trop mal. Je laisse beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, mais je ne retournerai jamais au Gabon, non. Je serai là pour tout le monde si on a besoin de moi, mais moi, je ne retournerai plus au Gabon. Sylvia Bongo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur nos antennes. Voilà. Elle dit qu'elle a été maltraitée au Gabon avec son fils. C'est-à-dire, voilà une femme qui a agi exactement comme la femme de Ben Ali en Tunisie. Voilà une femme qui agit exactement comme fait Chantal Biya au Cameroun. Demain matin, elle dira exactement la même chose. Alors que depuis 3 décennies, on leur parle. Je parle ici. Mais attention les filles. Faites très très attention. Vous êtes les femmes de grands hommes. Être la femme d'un président n'est pas n'importe qui. Vous avez eu une grâce. Battez-vous pour que vous soyez des ambassadrices demain en restant dans ce pays-là. Que vous soyez aimés. Vous ruinez votre pays pour aller où? Pourquoi est-ce que vous voulez ruiner votre pays, détruire les vies des autres? Cette femme-là, pour un oui, pour un non, elle te gifle et on te met en prison. Elle est la première aujourd'hui, aller s'asseoir en Europe, dire que non, elle a été maltraitée au Gabon, j'étais en prison avec son fils. J'ai dit donc à Brice Clotaire Oligui-Nguema, je te tire chapeau et te dis bravo. En te tirant ce chapeau-là, je te dis frère, tu as envie de transformer le Gabon, qu'il soit le paradis, la capitale du paradis sur terre pour les Gabonais et peut-être même pour les Africains. Parce que quand les autres travaillent en Arabie Saoudite là, c'est devenu l'une des plaques tournantes du tourisme. Ce n'est pas seulement pour des Arabes saoudiens, c'est aussi pour le monde entier qui va là-bas visiter. Comme tu as décidé de transformer le Gabon, que le sou continue, mais prudence, sachant que les autres là, que tu connais, les Mazembe, n'aiment pas le progrès. Parce que plus nous sommes pauvres, mieux ils se portent. Plus nous sommes sous-développés, mieux ils se portent. Alors chaque fois que tu t'attaques aux réformes, tu t'exposes à tout danger. L'ennemi peut sortir de là. Et on dira que non. Et Oligui-Nguema voulait montrer qu'il est quoi. Il a commencé à faire ceci. Oligui-Nguema voulait montrer qu'il est qui. Non, ceux-là n'étaient pas contents. On a décidé de... Au calme, même ce que tu manges et que tu bois. Même ton nombre devrait te faire peur. Vis comme Vladimir Poutine.
Vis comme Vladimir Poutine. Tu sais comment Vladimir Poutine vit, non? Je vais t'envoyer personnellement le lien de la vidéo. Vladimir Poutine, même quand il se déplace avec, tu le vois avec un verre. C'est son verre qu'il est sorti de Moscou avec ce verre-là, du Kremlin. Quand tu le vois boire, on verse dans le champagne. C'est son champagne avec lequel il est venu. Au Kalgaïbo Bala. Souviens-toi de la mort de celui qu'on appelait Idriss Déby. Mon cher frère Brice Oligui Nguema. Idriss Déby, quand le président français pense qu'il veut inviter le président africain pour une réunion, il a seulement pensé. Il a seulement pensé, hein. Idriss Déby lui l'a dit avant même l'invitation. Ils s'embrassaient, ils se tutoyaient, ils se parlaient, ils se touchaient, c'était... Tu es un homme du renseignement. Tu sais comment il a été tué. Tu connais. Alors quand tu t'engages sur ce terrain-là, je te dis bravo, trop de courage, mais sois prudent. Ces gens-là n'aiment pas le progrès. Dès que tu commences à ouvrir les yeux, je pose la question que celui-ci peut nous échapper, hein. Celui-ci peut nous échapper. Automatiquement, pap, on te met le grappin dessus. Tu apprends que on t'a mis un petit nunchum dans le corps. Tu commences à te promener d'un hôpital à un autre, comme aujourd'hui le fait le président de la Guinée-Conakry. Oui, on parle ici là. Il pense que nous parlons parce que nous le détestons. Le président de la Guinée-Conakry, de source des renseignements, dit qu'il a été empoisonné d'un poison lent. Le costaud homme que vous avez connu est en train de fondre comme un morceau de glaçon au soleil. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il a été empoisonné. D'autres disent qu'on veut le remplacer par l'une des personnes qui travaille avec lui, un autre colonel aussi. Fais attention. Tu as des très très bonnes idées. Fais de ton peuple ton meilleur allié. Fais de tes projets les réalisations effectives. Fais de ta sécurité ton meilleur partenaire corps à corps. Ta propre sécurité. Il faut que ce soit une obsession. Parce que ces gens-là ne s'amusent pas. Je te prends un dernier exemple. Tu as vu les jeunes qui sont au Sénégal. Tu as vu comment ils ont réussi à créer un boxon là-bas, entre ces jeunes-là. Des jeunes qui ont élevé un pays sans tirer un coup de feu. Ils ont pris le pouvoir sortant de prison. Deux frères. C'est-à-dire, si vous entrez dans la maison du président Diomaye Faye, il y a des enfants chez lui qui portent le nom qu'il a donné à son premier ministre. Le premier ministre du Sénégal, Sonko. Les enfants de Diomaye Faye portent son nom. Et les enfants de Sonko portent le nom du président du Sénégal. C'est une relation forte, n'est-ce pas? Entre deux frères. Une amitié forte. Un partenariat fort. Mais aujourd'hui, les gens font tout pour diviser ces deux fils. Donc démontrer que le Sénégal est un pays démocratique. On peut s'élever sans prendre des armes. On veut mettre le feu entre ces deux enfants. Parce que l'entité que tu connais ne veut pas le progrès. Il veut vous contrôler. Donc les actes que tu as posés ce jour sont des actes salutaires, de courage et de bravoure, des décisions fortes. La première que j'ai notée, c'est juste, tu fais beaucoup de choses, hein, mais ces choses-là m'interpellent, ces deux dernières décisions m'interpellent parce que nous en parlons ici depuis des décennies. Les titres fonciers endettaient le pays, payer des loyers des institutions gabonaises entre les mains des étrangers, des Libanais en complicité avec les fils du Gabon. C'est-à-dire, vous voyez des étrangers qui vendent les terres au Gabon alors qu'un Gabonais lui-même n'a rien. J'ai vu une image comme ça aussi, il faut que je la retrouve. Un Chinois qui vend le terrain au Cameroun alors que les Camerounaises et les Camerounais n'ont pas de terre chez eux. Tu vois ça? Donc c'est des décisions fortes que tu es en train de prendre. Sois prudent, frère. C'est courageux. C'est salutaire. Fais de ton pays la capitale du paradis du peuple gabonais en particulier, du peuple africain en général. Aujourd'hui où je te parle, l'homme qui a écrit, l'une des personnalités, il n'était pas seul, l'une des personnalités qui a écrit l'histoire de la France était un général comme toi, on l'appelait le général de Gaulle. C'était en Afrique qu'il est venu prendre le pouvoir pour aller libérer la France. C'est toi en Afrique avec tes frères, vous qui avez donné le pouvoir, général de Gaulle, d'aller libérer la France. Parce que le général de Gaulle aimait la France et aimait les Français. Bon, ceux qui sont là aujourd'hui, d'autres aiment l'anus, font la promotion, comme ils avaient dit à Ali Bongo, va légaliser l'homosexualité chez toi pour entrer dans le Commonwealth. D'autres ont chacun son agenda. Mais ta mission, toi-même tu la connais. Développer ton pays, rendre le peuple gabonais indépendant, rendre le peuple gabonais libre, qu'il puisse profiter des richesses de sa terre. Même si c'est une seule goutte de pétrole, qu'elle profite aussi aux Gabonais.
et aux Gabonaises. C'est ta mission. Bien sûr, tu vas être détesté. Bien sûr, tu seras détesté et combattu même par certains qui sont autour de toi. Certains qui sont autour de toi qui profitent d'un système ancien, des rétrocommissions, des marchés que si tu veux voir le président, il faut que tu payes. Tu fais quelque chose, tu payes. Tu fais machin, tu payes. Ils sont nombreux autour de toi. La vieille garde qui ne va pas partir. Et c'est cette vieille garde-là qui de temps en temps va rendre compte là-bas. Comme vous voyez là, Brice Oligui, il est en train de tourner. Brice Oligui, il est en train de vouloir vous enlever la bouffe. Hein. Les 30 milliards qu'on paye par an là. Lui, il veut enlever ça. Hein. Il veut donner les titres fonciers maintenant à l'État. Donc, les meubles là. C'est Brice Oligui qui va décider de mener les enquêtes. Il connaît. Il vient parler, il parle publiquement là. C'est un homme du renseignement. Andy, Brice Oligui sait. Quand tu l'entends parler là, c'est qu'il a déjà pris une décision et une conclusion. Voilà ce qu'on va. Il connaît toutes les personnes qui sont derrière ces maisons. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un homme du renseignement qui était derrière le président. Il a eu le temps de voir. Il a fait là comme Donald Trump. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire pour en finir. Le président Donald Trump, quand il était au quartier, il a eu le temps d'observer. Il s'est rendu compte que la structure qu'on appelait USAID, cette structure-là, détournait beaucoup d'argent pour le partage à des personnalités. Il savait ça. Et c'est pour ça qu'il était venu, quand il a pris le pouvoir, il a dit que cette structure-là finance le terrorisme. Il a donné le nom des présidents qui financent le terrorisme. Un chef d'État, passant par ses services de renseignement, ils ont dit ça. Que l'USAID, une structure américaine, finance le terrorisme au quartier. Il a eu le temps d'observer, d'analyser, d'avoir toutes les preuves. Et il est venu, paf, il a frappé. C'est ce que Brice Oligui a fait là. Il connaît, mais il ne peut pas tout prendre au même moment. Il part progressivement, 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 progressivement. Il faut donc qu'il s'entoure des patriotes, des hommes et des femmes convaincus qu'il est en train de travailler pour le peuple et pour la postérité, pour l'élévation du Gabon. Parce que le traître n'est jamais loin. Il y a des gens qui ne vivront jamais de ce qui sort de la marmite. Ils préfèrent manger de ce qui tombe par terre. Et ce qui est jeté par terre par l'entité. L'entité là n'aime pas le progrès. Donc ce que Brice dénonce chez lui là, au Cameroun, c'est le siège social de tout ce faux, de tout ce qui ne va pas. Les gens achètent des voitures aux femmes en prenant l'argent dans les caisses de l'État. Les gens achètent des maisons aux femmes en prenant l'argent dans les caisses de l'État. Les gens prennent les maisons de l'État quand Amadou Ahidjo, lui, s'est battu à acheter. Il décidait de prendre tout ça pour eux. Maintenant, quand ils construisent pour eux, ils louent à l'État. Oui, monsieur. Ne soyez donc pas surpris un jour d'apprendre que le palais de Toudi payait un loyer tous les mois à l'entité, avec la complicité de ceux qui sont à l'intérieur du palais. C'est-à-dire qu'ils sont locataires dans leur propre maison. Ils sont locataires dans leur propre bureau. Ils sont locataires. Ils payent à l'étranger. Vous avez suivi tout récemment qu'on a arrêté un bateau camerounais, battant pavillon camerounais, transportant 10 tonnes de drogue. Est-ce que vous croyez que c'est fait par hasard? Non. C'est fait avec la complicité de Louis-Paul Moutazé, avec la complicité des services de renseignement camerounais. Les fils du Cameroun, hein, vous dites qu'ils aiment le Cameroun. Ok. Ce que Brice Oligui m'a dit là, il ne sait même pas ce qu'il est en train d'attaquer. J'espère que je souhaite qu'il y arrive jusqu'à ce terme. Est-ce que vous connaissez la compagnie qu'on appelait Camship? Vous la connaissez, cette compagnie-là? C'était une compagnie camerounaise mise sur pied par Amadou Ahidjo. Elle a été, cette compagnie-là, détournée par les Camerounais. C'est-à-dire, on a pris un fonctionnaire, on lui a demandé d'aller redresser cette compagnie, on l'appelait René Bayen. Avec certains Camerounais là que nous connaissons les noms, ils ont décidé de prendre cette compagnie, elle est devenue leur propre compagnie. Une compagnie d'État, toute une compagnie d'État, Camship. Vous ne savez même pas ce qu'Amadou Ahidjo a fait pour ce pays-là. C'est-à-dire, le patriotisme était à un autre niveau, high level. Ils ont détourné. Je peux vous en citer comme ça jusqu'au. Donc, le sujet que vous entendez,
le président Brice Oligui Nguema dire là, vous ne savez même pas la profondeur de ce qu'il est en train de dénoncer. Donc, je voulais lui tirer chapeau ici, lui dire merci beaucoup. Chers frères, chers compatriotes, continue ainsi. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais, tu seras détesté. Mais fais ce que tu as à faire, comme tes frères de l'AOS font ce qu'ils ont à faire, pour l'intérêt de ton peuple, pour l'intérêt du Gabon, pour l'intérêt du Gabon. Rends le Gabonais et la Gabonaise heureuse. Je suis arrivé une fois quand on a dit qu'on avait nommé un consul, là-bas, dans un petit espace comme ça, qui faisait office de consulat. On dit que cet espace-là, le Gabon loue cet espace-là depuis des années. Le Gabon est un pays pétrolier. Excellence, il faut nos cousses. Il faut nos hauts cousses. Les bureaux du consul à New York. Parce que tu as les moyens. Je sais que tu y penses à ça. C'est juste un petit rappel. Je sais que tu penses bien à ça. J'étais arrivé là-bas, c'était un petit couloir comme ça là. Non, ce n'est pas digne de notre maison. Non, non. Ce n'est pas digne de notre maison. Je sais que tu es un grand homme qui aime les choses bien. Il faut que tu mettes sur pied quand tu vas décider un consulat digne de ce nom. Quand on arrive là, on sent la présence du Gabon. C'est comme l'ambassade de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Elle n'est pas assez grande. Mais quand tu entres là-dedans, tu sens un bijou propre, entretenu. Quand c'est bon, on vous dit que c'est bon, on salue. Pensez Gabonais, pensez africain, pensez élévation, pensez postérité, pensez prochaine génération. Vous verrez, vous allez rester dans l'histoire. Vous voyez comment nous parlons de Ali Bongo là. Vous voyez comment nous parlons de Omar Bongo. Évitez qu'on parle de vous demain à ces termes-là parce que vous avez donc la possibilité dès maintenant de rentrer dans l'histoire en écrivant votre histoire dès maintenant. Pour le peuple gabonais d'abord. Comme quand tu parles ici des Américains, America First. Donc l'entité en Europe là-bas parle d'abord pour les Français. Même s'il ne veut vraiment pas pour les Français, mais l'entité œuvre d'abord. Il utilise le nom là, mais toi, sois authentique. Parle de ta terre, l'élévation. Et quand tu ne seras plus là, on parlera de toi comme on parle du général de Gaulle. Tous les matins, quand un Africain se lève, il maudit le général de Gaulle 8 fois. Chaque Africain qui se lève, il maudit le général de Gaulle. Mais chaque Français qui se lève, il bénit le général de Gaulle 16 fois par jour. Va multiplier par 3 ou 4. Pourquoi? Parce que lui seul il sait ce qu'il a fait pour la France. Et les Français savent. Mais nous le détestons parce qu'il a tué nos frères. Il a fait tuer nos frères après avoir travaillé pour lui, après avoir gagné les guerres. Il les a parqués dans les coins, il a pris les blancs, il a mis devant pour aller défiler sur les Champs-Élysées. Alors que ce sont les Africains qui ont libéré la France. Alors écris ton nom sur les lettres d'or du Gabon. L'homme qui a révolutionné le Gabon. Son nom, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça va s'écrire comme ça. Et nous serons là pour venir voir la grande galerie. Nous serons là aussi pour venir visiter le Gabon comme nous, certains vont à Dubaï. Parce que cette terre-là, les gens n'ont même pas encore sondé la profondeur de sa richesse. Seul Dieu la connaît. Rentre dans l'histoire par la grande porte, frère. Que Dieu te bénisse. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Africains, des Africaines, des Gabonais, des Gabonaises, des Camerounais, des Camerounaises que nous vaincrons. Ce combat est la bénédiction de Dieu. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'une Afrique nouvelle est possible. Chaque Africain, chaque Africaine, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre continent ses lettres de noblesse et nous ferons de ce continent la capitale effective du paradis. Parce que Dieu, lui, sait que nous sommes assis sur le paradis. Nous sommes assis au paradis. Nous sommes dans le paradis. Dieu le sait, mais c'est vous qui ne le savez pas. Le fait donc que cette capitale soit effective pour chaque Gabonais, pour chaque Gabonaise, pour chaque Camerounais, pour chaque Camerounaise, pour chaque Africaine et pour chaque Africain. Et que les étrangers qui viendront chez nous se sentent bien accueillis au paradis dans le continent africain. Vous avez des possibilités. Moi, je compte sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001
551 666 1027. I love you. We're gonna love you more. Thank you.